3 milliards de dollars pour les 3 pays les plus touchés par la fièvre à virus Ebola. Un don de la CEDEAO pour armer davantage ces pays à vaincre définitivement cette maladie. L'annonce a été faite lors du sommet extraordinaire ouvert aujourd'hui à Accra. La justice transitionnelle au cœur d'une rencontre de haut niveau ouverte ce matin à Bamako. Il s'agit de poser et d'analyser les visions diverses sur les violations des droits humains au Mali. Toujours à Bamako avec le lancement de la première édition du Café sur le Jar, planification et budgétisation sensible au Jar, c'est le thème. Comment venir à bout de ce continuel écart entre les hommes et les femmes? Quelques pistes de solutions sont préconisées. Nous sommes jeudi 6 novembre. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. La CEDEAO s'organise pour faire face à l'épidémie d'Ebola. Le sommet extraordinaire tenu ce jour à Accra, au Ghana, a largement tablé sur la situation épidémiologique du virus dans la sous-région et la riposte en cours en vue de son éradication. Les chefs d'État ont également ajouté à cet ordre du jour l'examen de la situation sociopolitique au Burkina Faso. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part à ce sommet. Nous indiquent nos envoyés spéciaux à Accra, à Lucini Touré, Adama Kamara. Ils sont au total 8 chefs d'État à avoir répondu présents à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à l'épidémie de la fièvre Ebola. Ainsi, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Ghana et le Mali sont représentés par leurs chefs d'État. Le Nigeria par son vice-président et les autres pays membres à des niveaux moins élevés. C'est dire combien les pays membres de la CEDEAO ont tenu à exprimer leur solidarité envers les populations et pays victimes du virus Ebola. Solidarité, c'est le maître mot de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Solidarité dans la riposte contre la maladie à virus Ebola qui frappe la sous-région. Riposte rendue plus que jamais nécessaire au regard des ravages causés par la maladie, avec des victimes qui se comptent désormais en milliers. Pour y faire face, un fonds régional de solidarité a été mis en place par les instances de la CEDEAO. Je suis ravi de vous annoncer que la Commission a pu mettre à disposition 3 millions de donneurs supplémentaires à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. Chacun des pays recevant 1 million de dollars. Nous devons aussi relever que le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, son Excellence, le président John Dramani Mahama, a rendu une visite de solidarité le 15 septembre 2014 à ses homologues des pays touchés au nom de tous les chefs d'État et de gouvernement. Le président du Ghana, également président en exercice de la CEDEAO, devait pour sa part engager ses pairs à plus d'implication dans cette lutte, car, dira-t-il, aucun pays ne saurait se protéger seul contre l'épidémie. Le sommet extraordinaire a naturellement abordé la crise politique au Burkina Faso, et cela à la suite de la mission des 3 présidents du Ghana, du Nigeria et du Sénégal, mission ayant abouti à la mise en route d'une solution consensuelle incluant toutes les composantes de la société burkinabé. Oui, l'actualité, c'est aussi la situation au Burkina Faso. Les rencontres entre la société civile, les politiques, les religieux continuent. À la réunion des 3 chefs d'État dans la capitale à Ouagadougou, tous conviennent de la mise en place d'un gouvernement civil. Mais la question qui se pose avec acuité, c'est celle du choix de la personnalité civile. Les partis politiques burkinabés, les représentants religieux et de la société civile ont débuté mercredi leur tractation pour un retour rapide à un gouvernement civil à Ouagadougou. Malgré la pression des chefs d'État de la CEDEAO, les discussions n'ont pas permis de s'accorder sur le nom de la personnalité civile qui pourrait assurer le pouvoir durant cette période de transition. La formation d'un gouvernement de transition pour une période d'un an. La nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Des élections législatives et présidentielles devront être organisées avant novembre 2015. Reste à trouver le président de cette transition. Il n'aura pas le droit de se présenter à cette élection présidentielle. Nous ne pouvons pas prendre de décision unilatérale et constituer un gouvernement de transition.
qui ne représenterait qu'une partie de la société burkinabé à l'exclusion des autres. Cette réunion avait été précédée de quelques incidents. Les partis politiques d'opposition ont refusé la présence autour de la table des partisans de l'ex-président Compaoré. Les discussions sur la transition politique burkinabé devaient se poursuivre jeudi à Accra, où se réunit le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Direction le Niger, où s'est tenue une réunion des ministères des Affaires étrangères et des Défenses des pays contributeurs de troupes à l'amunissement. Les participants ont évalué la situation sécuritaire au nord du Mali pour ensuite faire des recommandations afin de faire face à la recrudescence des attaques terroristes. Le commentaire de Mohamed Ould Mamoumi. Cette rencontre de Niamey doit d'abord permettre d'évaluer la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA face à la dégradation de la situation sécuritaire au nord du Mali. Les participants ont marqué leurs préoccupations face à cette situation. Par contre, ils ont exprimé leur appréciation des efforts déployés par les forces maliennes et internationales en vue de la stabilisation de la situation ainsi que des sacrifices consentis. Les pertes en vie humaine enregistrées ces derniers mois au sein des contingents de la MINUSMA qui en font la mission des Nations Unies la plus meurtrière, nous interpelle à plus d'un titre. La recrudescence des attaques armées survient à un moment crucial sur le plan politique, en raison notamment du processus du dialogue intermalien entamé le 16 juillet 2014 à Alger, sous la médiation de la communauté internationale dirigée par l'Algérie. On se serait légitimement attendu à ce que la violence baisse d'intensité dès lors que les parties prenantes au conflit se sont engagées dans le règlement politique de la crise. Il apparaît clairement, au regard de la situation actuelle, que certains acteurs veulent saper les efforts de la communauté internationale et il est de notre responsabilité de les identifier et de les combattre. Au regard de la situation actuelle sur le terrain, force est de reconnaître que ce qui était acquis est aujourd'hui, hélas, compromis. Dès lors, il apparaît nécessaire qu'ici, à Niamey, nous convenions de nouvelles approches permettant de faire face au terrorisme et à la criminalité transnationale en vue de sécuriser le processus de dialogue intermalien enclenché à Alger il y a quelques semaines. À l'issue de la réunion, des recommandations ont été faites pour conclure rapidement un accord de paix définitive et le renforcement des capacités opérationnelles de la MINUSMA. Ici, à Bamako, on se penche sur la justice transitionnelle. Il s'agit pour les participants de ce séminaire de 2 jours de poser et d'analyser les visions diverses sur les violations des droits humains au Mali. La rencontre est organisée par le programme conjoint Fédération internationale des droits de l'homme et l'Association malienne des droits de l'homme. Le reportage de Garibou Pirou. La grande aspiration d'un peuple, c'est la bonne distribution de la justice en période de crise. Et cette justice s'appelle la justice transitionnelle ou la justice pour les victimes. Il s'agit de rendre aux victimes des droits de l'homme leur dignité grâce à des mesures de justice et des réparations pour les torts qu'elles ont subis. L'histoire récente de la double crise sécuritaire et institutionnelle du Mali constitue un chapitre douloureux, marqué par des événements qui heurtent la sensibilité humaine. Parmi ceux-ci, se trouve notamment la kyrielle de violation des droits humains au nord du Mali. Entre autres, exécutions sommaires des militaires maliens à Guelhok, viols massifs des femmes et des filles, enrôlement d'enfants soldats, amputation, destruction d'édifices civils et publics, profanation de mausolées, etc. Ainsi que les atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales commises au sud du pays. La FIDH et la MDH souscrivent à ces objectifs et accompagnent déjà devant la justice, comme vous le savez, les victimes des crimes commis sous la junte militaire d'Aya Sanogo, d'une part, et celle de la crise du Nord, d'autre part. Le processus de justice transitionnelle s'appuie sur les poursuites pénales et les violations massives des droits humains. La paix, la justice et la réconciliation sont liées, non seulement en théorie, mais aussi dans l'esprit des Maliens. Toutes les enquêtes d'opinion, les consultations sur le terrain le prouvent. Les Maliens demandent que justice soit faite et en même temps,
Ils souhaitent la paix. Les experts ne sont pas venus à Bamako pour cicatriser, mais pour guérir les plaies. Le programme prévoit la mise en œuvre de quelques piliers sur lesquels la justice transitionnelle repose. Il s'agit de la justice comme instrument de la vérité, de la réparation et la garantie de non-récurrence. Les autorités maliennes ont, en vertu du principe de la complémentarité, saisi la Cour pénale internationale depuis juillet 2012 des crimes de sa compétence commis au Mali afin que le procureur de la CPI ouvre une enquête sur cette situation et engage éventuellement des poursuites contre leurs auteurs. À cette fin, un accord de coopération a été signé avec cette structure. La justice malienne aussi a été saisie et plus d'une centaine de procédures judiciaires sont en cours d'instruction afin de juger les auteurs présumés de tous les crimes que la CPI ne jugera pas. Ce séminaire international qui prendra fin ce vendredi 7 novembre permet d'évoquer les mécanismes de justice qui existent. Comment concilier le passé et le présent en termes de besoins de justice des victimes? Faut-il amnistier les auteurs des crimes, c'est-à-dire leur proposer le pardon contre la vérité? Les Maliens attendent avec impatience cette justice avant que le temps ne supprime les traces des auteurs des différents crimes commis dans notre pays. Toujours dans le même cadre, la rencontre qui portait sur la justice dans la lutte contre la corruption a pris fin. Les participants recommandent un changement de comportement des personnes face au phénomène. Ils demandent aussi que la notion de corruption soit inclue dans les programmes d'éducation et surtout de mettre la justice au cœur de la lutte contre la corruption. On retrouve Garibou Pirou. L'Afrique perd 3 000 milliards de francs CFA par an selon une ONG internationale de référence par le seul fait de la corruption. Il aurait fallu aux experts juridiques nationaux et internationaux 48 heures de combat autour d'un colloque pour identifier les modes opératoires de cette corruption. À l'issue de longues réflexions sur l'approche culturelle, confessionnelle et sociétale, les experts font ressortir 5 recommandations suivies d'une motion. Les participants recommandent 1. Mettre la justice au cœur de la lutte contre la corruption. 2. Intensifier la spécialisation du personnel chargé de la poursuite et du jugement. 3. Promouvoir dans les programmes scolaires une éducation civique et morale. 4. Impliquer davantage la société civile, les leaders religieux et la presse dans la lutte contre la corruption. 5. Améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la justice. La justice au cœur de la lutte contre la corruption est pour le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne l'essence même du développement. Le chapitre de la prise de conscience collective est donc ouvert. Toutes les améliorations de conditions que vous pouvez solliciter seront effectivement analysées en haut lieu et dans la mesure des moyens de l'État satisfaits. Cependant, il est important de retenir qu'aucun changement n'est possible sans qu'il y ait effectivement une appropriation et un changement de comportement individuel au niveau de tout un chacun. Les spécialistes ont prouvé des liens nets entre la corruption et le manque de culture et d'éthique. Le phénomène est néfaste non seulement au niveau financier, mais aussi au niveau social. Elle masque d'autres infractions qui empêchent la promotion de la personne humaine. En tout cas, le rapport général produit au cours de ces colloques est un outil indispensable pour vaincre le phénomène de la corruption au Mali. Les acteurs culturels du Mali et ceux de l'espace EMOA échangent et partagent leur expérience en vue de rendre plus dynamique le programme de développement culturel de l'espace. C'est à la faveur d'un séminaire national sur la politique commune et le programme de développement culturel de l'UEMOA. Le reportage de Aïdjou Matina. Au-delà des enjeux sociaux et politiques, la culture représente aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale, avec une contribution au produit national brut mondial estimée à plus de 7% et à celui des pays en développement de l'ordre de 2 à 3%. Pour rendre plus attrayant et efficace le secteur, la commission de l'UEMOA, galvanisée par le plaidoyer pour la prise en charge du secteur de la culture dans les sentiers de l'espace, a davantage multiplié des stratégies. La politique, comme le programme de développement culturel de l'UEMOA, se démarque des grands discours et propose des actions tangibles qui peuvent vraiment changer la vie quotidienne de nos citoyens. Il s'agit d'actions qui mettront en évidence les mécanismes par lesquels la culture contribue à l'économie de nos États membres, à l'emploi, mais aussi à l'investissement. La politique commune et le programme de développement culturel de l'UEMOA permettent de valoriser la dimension culturelle des biens et services des pays de l'UEMOA, dont le Mali,
qui a d'ailleurs placé la culture au cœur du développement. Nous disposons à présent d'une politique commune et d'un programme de développement culturel qui viennent combler un grand vide. Il nous appartient d'en faire le meilleur usage possible en impliquant tous les acteurs et intervenants du secteur culturel. C'est une étape importante que nous venons de franchir dans la promotion de nos biens et services culturels. Ces textes nous offrent l'opportunité d'utiliser la richesse culturelle de nos États pour développer les économies locales et nationales. Au cours du séminaire, la commission du l'UEMOA va partager le contenu des deux documents avec les acteurs culturels du Mali. Puis ils vont discuter sur les modalités des documents et leur implication dans la réussite du programme de développement culturel de l'UEMOA. Place de la République, Bruno Maïga, ambassadeur du Mali en Italie, et Arnaud Akodjenou, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à la MINUSMA, reçu ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Isaac Tchenou nous en parle. Bruno Maïga, aujourd'hui nommé ambassadeur du Mali à Rome, a été la première personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale. Il s'agissait pour l'ambassadeur Maïga de venir solliciter l'accompagnement du premier responsable de l'hémicycle, écouter ses conseils et ses préoccupations. Au moment où nous apprêtons à prendre la route pour Rome et rejoindre notre mission, venir recueillir les sentiments et les suggestions de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui nous seront certainement très utiles pour la conduite de la mission une fois sur place à Rome. Les priorités pour nous seront celles de ceux que nous trouverons là-bas et surtout celles que le président de la République voudra bien nous indiquer au moment de notre départ. Un problème crucial duquel le président de l'Assemblée avait voulu m'entretenir aujourd'hui, il s'agit du problème de l'immigration. Vous savez tous ce qui se passe aujourd'hui sur les côtes italiennes, voir comment avec les autorités italiennes sur place et surtout l'ensemble des Maliens résidant en Italie, voir quel peut être notre rapport en termes d'assistance à ces gens qui sont dans des situations vraiment désastreuses. Ensuite, c'est le tour de Arnaud Akodjenou, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à la MINUSMA, de rencontrer Isiaka Sidibé. Entre les deux personnalités, il a surtout été question de la situation politique au Mali et des négociations à Alger. Nous avons échangé sur la situation en général et je lui ai rendu compte de l'état des pourparlers d'Alger. Dire combien nous comptons contribuer à cet effort de paix au sein de l'équipe de médiation. Lui dire aussi combien nous serons en tant que MINUSMA disposés et disponibles, n'est-ce pas, à permettre à l'Assemblée nationale, je dirais, de jouer le rôle, si jamais un rôle lui est imparti dans la mise en œuvre de cet accord de paix. À en croire les différentes personnalités, le président de l'Assemblée nationale s'est montré attentif. Le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar, lui, a successivement reçu en audience deux diplomates maliens. On retrouve Bruno Maïga, l'ambassadeur du Mali en Italie, et Mahamadou Djagouraga, celui du Mali en Mauritanie. Rien n'a filtré de ces deux audiences. Et la troisième audience était consacrée à l'association Arrogatoire Art et Culture qui organisera du 16 au 21 mai 2015 la deuxième édition du festival des Slammers. C'est parti pour la première édition du Café sur le Jar à Bamako. Le thème de cette édition est planification et budgétisation sensible au Jar, état des lieux au Mali. Il s'agit de dresser le bilan de ce qui a été fait en matière de prise en compte de cette approche en vue de la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Ramata Konaté a suivi l'ouverture des travaux, son compte rendu. Voici un nouveau cadre de concertation sur l'épanouissement de la femme au Mali. Cet espace appelé Café Jar regroupe les représentants d'ONU Femmes et les acteurs du secteur promotion de la femme. Pour leur première rencontre, ils passent au peigne fin plusieurs questions. Comment les ressources de l'État, aussi bien l'État central que l'État déconcentré,
ou même l'État décentralisé peuvent être avantageusement mises à la disposition de toutes les couches et de toutes les zones de développement du pays. Quelle a été l'expérience au Mali? Quelle a été l'expérience dans les zones où nous sommes intervenus en tant qu'ONU Femmes? Comme le Cameroun, le Sénégal et le Mali ont compris l'importance de la planification et de la budgétisation sensible au genre PBSG, un outil d'orientation en matière de réduction des écarts entre hommes et femmes. Mais force est de constater que des insuffisances demeurent, à en croire le ministre en charge de la promotion de la femme. Les écarts importants existent encore entre la situation des femmes et celle des hommes dans tous les secteurs. Ces engagements n'ont pas été suffisamment traduits en politique de planification et de budgétisation sensible au genre. L'impact global du budget national sur le renforcement ou la réduction des inégalités n'est pas encore suffisamment évalué dans le cadre de l'atteinte des objectifs et du CCRP. Entendez là le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Les participants feront également des propositions d'amélioration en vue de l'intégration effective des questions genre dans les politiques et projets de développement. Les hommes de médias, eux, y planchent et les acteurs culturels, eux, planchent sur la laïcité, la mauvaise gouvernance et la réconciliation au Mali. L'objectif de cet atelier est de favoriser la collaboration entre ces deux domaines pour une bonne production et diffusion des œuvres. Boubacar Sissoko. Grâce à cet atelier initié par l'URTEL, les acteurs culturels et ceux des médias en Afrique se donneront la main pour combattre certaines tares des sociétés africaines. Ce nouveau mariage entre le secteur de la culture et celui des médias au Mali a abordé les thématiques relatives à la laïcité, à la mauvaise gouvernance et à la réconciliation. Nous avons bénéficié des présentations d'experts sur les droits de l'homme, sur les questions de la laïcité, de la gouvernance et la réconciliation qui, de mon point de vue, constituent des défis auxquels nous devons faire tous face. Justement, pour relever ces défis, hommes de médias et acteurs culturels mettront en œuvre des projets de production culturelle qui seront diffusés sur les médias. Et la culture, vous savez que c'est la diversité. Et c'est cette diversité qui fait d'ailleurs notre force, car c'est cette diversité qui nous permet d'être complémentaires les uns les autres. Cela veut dire simplement que nous ne pouvons pas aller les uns sans les autres. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et ce vivre ensemble-là requiert une certaine tolérance. Ainsi, pour parvenir à se vivre ensemble, les acteurs culturels et les hommes de presse doivent conjuguer les efforts pour mieux édifier les populations. Vous parlez de réconciliation nationale. Il s'agit de la priorité des priorités. Il s'agit de la priorité que le chef de l'État a édictée dès qu'il est entré en fonction, parce que notre pays a beaucoup souffert. Notre pays revient de loin, de très loin. Le projet d'échange citoyen en faveur de la démocratie et des droits de l'homme en Afrique est une initiative de l'Institut Panos et est financé par l'Union européenne. Il couvre le Mali, le Niger, le Sénégal et la Tunisie. Vous le savez déjà, c'est la candidate du Botswana qui est désormais la directrice régionale de l'OMS Afrique pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La candidate du Mali, Dr Fatoumata Nafo Traoré, n'a pas eu le poste. Le commentaire, c'est avec Mohamed Ould Mamouni. C'est la Botswanaise Dr Matshidiso Rebecca Maweti qui a été élue directrice de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Notre compatriote Dr Fatoumata Nafo est arrivée deuxième. À l'analyse du résultat de ce scrutin, un seul constat se dégage. Une candidature unique suffisait à la région ouest-africaine pour faire élire son représentant à la tête de l'organisation. Le Mali avait une candidate à la personne de Dr Fatoumata Nafo Traoré. Et donc, cette candidature constituait pour nous un enjeu particulier en plus de la réunion statutaire. Et pourtant, les plus hautes autorités n'avaient pas lésiné sur les moyens pour soutenir la candidature du Mali à ce poste. Depuis des mois, le président de la République s'est personnellement engagé en faveur de la candidate du Mali. En plus de Ibrahim Boubacar Keïta, 3 membres du gouvernement étaient à Cotonou dans le même cadre. Accompagné dans cette mission par le ministre des Maliens de l'extérieur et
le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et je dois rappeler que le chef d'État avait lui-même adressé des correspondances à ses pairs africains pour leur expliquer qu'à ce stade, nous devrons tout faire pour choisir le candidat qui est à même de mieux remplir la fonction et faire abstraction de nos égos. Par ailleurs, en plus de cette élection, c'est surtout la lutte contre le virus Ebola qui se tient en bonne place dans l'agenda de cette 64e session du comité régional de l'OMS Afrique. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la situation de la maladie à virus Ebola est stable dans notre pays. La région de Caille ne désarme pas en matière de lutte contre Ebola. Un atelier de formation vient de débuter à l'endroit des animateurs des radios de Caille. Kansoutou Kanouté, correspondance. Il s'agit pour les animateurs et animatrices des radios, au cours de cet atelier, d'élaborer des messages adaptés aux populations afin qu'elles puissent avoir l'information exacte sur la prévention, la stigmatisation des malades en observation, les mauvaises rumeurs sur la maladie à virus Ebola. Nous avons voulu que toutes les radios de la région aient les mêmes notions sur la maladie, diffusent les mêmes messages à la fin de l'atelier, qu'ils soient en mesure vraiment d'adapter les messages vraiment à la réalité des cas. Cet atelier vient à point nommé car il permettra aux hommes et aux femmes de médias d'être mieux outillés pour gérer les rumeurs sur la maladie à travers les radios. À la sortie de cet atelier, il y aura 25 animateurs à radio et qui désormais feront face à cette maladie et qui désormais vont servir loyalement, selon notre déontologie, les populations de Caille en diffusant les messages propres, les messages harmonisés et fiables qui peuvent servir les populations. La maladie à virus Ebola est une maladie très dangereuse. Elle peut être évitée si nous suivons les conseils sur les mesures d'hygiène telles que le lavage des mains au savon, entre autres. Partout, nulle part au Mali, il n'y a aucun autre cas d'Ebola. Que les gens comprennent qu'une personne en observation n'est pas une personne atteinte d'Ebola. C'est juste pour les surveiller, pour pouvoir voir son état de santé pendant les 3 semaines qui suivent. À noter que les messages des animateurs et des animatrices des différentes radios de proximité seront élaborés en Bamana, Kasonké, Soninké et Peul. À Koulikoro, c'est plutôt une assemblée générale d'information que l'on tient sur la question. Seydou Traoré nous en parle. Il s'agissait pour l'équipe technique de la santé de Koulikoro d'éclairer la lanterne des représentants des cours socio-professionnels sur l'histoire de la maladie à virus Ebola, ses modes de protection, les dispositions prises et l'accompagnement des forces vives en vue de faire face à la situation. Mieux vaut prévenir que guérir. Plaise à Dieu, nous allons transmettre ces informations de prévention aux autres fidèles. Nous ferons le maximum de nos possibles pour informer les musulmans afin que les gens prennent en compte ces mesures d'hygiène. L'efficacité de cette lutte contre cette pandémie, qu'on peut l'appeler aujourd'hui, même si peut-être ça n'a pas encore pris tout le monde entier, qui est Ebola, passe par la sensibilisation, l'implication de la communauté. C'est pour que tous ces gens qui ont pris part à cette rencontre servent de relais et transmettent, vulgarisent ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Les interrogations et préoccupations des acteurs régionaux portent en général sur l'efficacité des mesures de prévention comme le lavage des mains au savon et les poignées de main. Les passagers qui rentraient, le lavage des mains n'était pas les premières directives. Mais aujourd'hui, c'est exigé partout. Je pense que c'est universel aujourd'hui, que les mains doivent être désinfectées pour plusieurs maladies. Et dans le contexte d'Ebola, ça devient encore, il faut renforcer. Les statistiques sur l'évolution de la maladie à virus Ebola ont été présentées aux acteurs. Le représentant du gouverneur de région a invité les acteurs à relayer les messages de sensibilisation au reste de la population. Cours de formation sur l'identification et le traçage des armes légères et de petit calibre, c'était ce matin une façon d'aider nos forces de défense et de sécurité à identifier les types d'armes utilisées en circulation dans le pays. Le reportage de Alpha Maïga.
La gestion des armes légères et du petit calibre et leurs munitions est une problématique au sein de la sous-région. Fournir des définitions, des classifications et d'autres renseignements pouvant aider les forces de défense et de sécurité, c'est à cet exercice qu'elles sont réunies ici. Une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères. Les commissions nationales sont les structures focales nationales au niveau de chaque État. Et le dernier mandat de la MINUSMA demande aux partenaires au développement, à la MINUSMA, d'appuyer le Mali dans la gestion de la problématique justement en passant par la Convention. La lutte contre la prolifération des armes légères, c'est l'un des piliers de la politique de la République fédérale d'Allemagne. Il faut aider la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes. C'est pour ça qu'on s'engage ici avec vous. Pour le secrétaire général de la présidence, il s'agit là d'un atelier qui vient à point. La preuve, au moment où se déroulent les pourparlers d'Alger, les armes et munitions continuent de circuler dans la zone. Conséquence, mort d'homme. Après la négociation pour la paix qui a lieu actuellement à Alger, c'est de venir à la phase d'application de l'accord de paix, lorsque cet accord sera signé, qui va comprendre un grand programme de désarmement, et de démobilisation et de réinsertion sociale des anciens combattants. Évidemment, rien de tout ça ne peut se faire sans que l'aspect bonne gestion des armes et des munitions soit en bonne main. Quand on suit un peu les incidents qui se passent chaque jour au nord, on est vraiment effaré de voir d'avoir l'accumulation d'armes légères qui a pu se faire durant le temps. Auparavant, un véhicule a été remis à la commission. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement organise du 11 au 13 novembre un forum sur l'eau et l'assainissement à Bamako. En prélude à cette rencontre, le secrétaire général du département était face à la presse ce matin. Moussa Fani nous en parle. L'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des populations à travers l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est au cœur des politiques de développement du gouvernement. Pour relever ces défis, le département en charge de l'eau et de l'assainissement a initié un forum sur l'eau et l'assainissement. Une rencontre qui devra servir de cadre d'information, d'échange et de sensibilisation sur la double problématique de l'eau et de l'assainissement. Les préoccupations qui sont débattues, entre autres, c'est la gestion durable des déchets solides et liquides, la responsabilisation des acteurs, des différentes parties prenantes pour mener à bien l'eau et l'assainissement dans une perspective de développement durable. Durant 3 jours, les acteurs de l'eau et de l'assainissement auront l'opportunité d'échanger autour des problèmes, des solutions et des priorités du secteur. Nous avons fait appel non seulement d'abord au niveau national à l'ensemble des structures de l'État, n'est-ce pas, à la société civile, au secteur privé. Et au niveau international, on a associé des sommités en matière d'assainissement et de l'accès à l'eau potable. Le forum de l'eau et de l'assainissement qui se tiendra du 11 au 13 novembre devra être aussi un espace d'expression citoyenne autour des enjeux de l'eau et de l'assainissement au Mali. Sur un tout autre plan, le ministre des Mines vient d'annuler des permis d'exploration pétrolière dans les bassins de Taoudéni, Gao et Nara. Cette décision ministérielle s'explique par le fait que ces compagnies ne répondent pas aux exigences du code pétrolier du Mali, notamment le défaut de paiement des taxes et de redevances, conformément au texte en vigueur. Pour plus de détails sur les motifs de l'annulation de ces conventions, écoutons le directeur général de l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière au Mali, Lamine Alexis Dambélé, est au micro de Mohamed Diarra. Ces 10 conventions ont été annulées parce que il y a des problèmes dans l'administration. Ils contredisent la loi. Et je vais donner quelques exemples. Quand vous avez un titre pétrolier, ça commence par la signature au niveau du gouvernement de l'acceptation de la signature de la convention entre le ministre des Mines et la compagnie qui est demandeur. Après l'obtention donc de ce décret, la société doit payer juste 1 million de francs CFA pour avoir l'arrêté qui l'autorise à faire la prospection pétrolière. Il se trouve aujourd'hui que parmi les 10, il y en a qui n'ont même pas pu payer les 1 million pour faire la recherche pétrolière. Ces sociétés ne sont donc pas
capable, selon la loi, de faire la prospection. Et dans ce cas, on doit annuler. Il y a un cas de force majeure, par exemple, quand vous vous trouvez dans une zone de perturbation sécuritaire, comme c'est le cas au Mali, la société peut demander de l'application du cas de force majeure. Certaines compagnies sont dans ce cadre. Et alors, on ne peut pas annuler tant que la condition sécuritaire n'est pas levée. On a 4 blocs qui n'ont pas répondu du tout aux exigences du code pétrolier. C'est-à-dire avoir une représentation au Mali. Si vous n'avez pas payé les droits, c'est-à-dire les 1 million plus, il doit payer aussi de l'argent à l'OREP pour le fonds de formation, pour que les Maliens soient formés et aux techniques de l'exploration pétrolière. En 4e région, les notabilités des villages de Sanamandougou et de Saou informés par le gouverneur de Ségou des recommandations formulées par la primature relatives aux conflits fonciers qui existent dans les zones du complexe agropastoral et industriel de l'opérateur économique Modibo Keïta. Candice là pour les détails. La rencontre du gouverneur avec les notabilités de Saou et de Sanamandougou s'inscrit dans le cadre du suivi des recommandations formulées par la primature et les chefs de l'État pour aplanir le conflit foncier engendré suite à l'installation du complexe agro-pastoral et industriel. Il ressort de la rencontre que de 2011 à 2014, 60 516 000 francs CFA ont été payés aux paysans touchés et 132 hectares aménagés à maîtrise totale de l'eau en compensation de 1074 hectares déjà aménagés. À chaque 10 hectares, il a donné 1 hectare aménagé et 100 000 francs pour chaque hectare. Ce que nous voulons, c'est de nous laisser nos terres de culture pour qu'on puisse vivre dans le bonheur. Sinon, je ne vois pas comment on peut vivre. Qu'à cela ne tienne, près de 50 milliards de francs CFA ont été investis pour la mise en valeur du complexe. C'est pourquoi le gouverneur en appelle aux populations à saisir cette opportunité. Les recommandations ont été exécutées pratiquement à 70%. Donc aujourd'hui, nous avons invité toutes les parties pour qu'ensemble nous puissions encore une fois gérer ce conflit et faire en sorte que nous puissions vivre non seulement dans la quiétude et que les uns et les autres puissent se comprendre et que nous puissions chercher des solutions pour que tout le monde puisse avoir les terres de culture et que ces terres de culture puissent être aménagées. Les interventions des élus, des responsables techniques auront permis de mieux tempérer les ardeurs et quelques incompréhensions pour un aboutissement heureux au profit de l'ensemble des acteurs concernés. Clôture à Bamako de l'atelier interrégional de formation des formateurs pour la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre le paludisme en entreprise. Agibou Koulibaly, compte rendu. La feuille de route ainsi que le plan d'action 2014-2016 ont été adoptés lors d'un atelier organisé en juin dernier à Cotonou par la coalition des entreprises du Bénin contre le sida, la tuberculose et le paludisme avec l'appui de Santé Entreprise. S'inscrivant dans la continuité de la réunion de Cotonou, l'atelier de Bamako visait donc à rendre opérationnel la feuille de route et le plan d'action dans les 15 pays ciblés en Afrique francophone. Le paludisme affecte implacablement le secteur privé. 60 à 70% des taux d'absentéisme dans les entreprises sont liés au paludisme. D'où notre motivation à faire cette formation en partenariat avec Santé en entreprise pour avoir un pool de formateurs qui puissent s'inscrire dans un cadre de partenariat public-privé. Cet atelier ici à Bamako avait l'objectif de former des formateurs qui étaient ici de 8 pays. Et ces formateurs, maintenant de retour dans leur pays, vont pouvoir déployer cette feuille de route et accompagner les entreprises dans des actions de lutte contre le paludisme en entreprise, mais aussi dans ce qu'on appelle les partenariats public-privés en travaillant avec leurs programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Le but de la lutte contre le paludisme est de réduire le fardeau du paludisme à un niveau où il ne constitue plus une cause de morbidité et de mortalité, ni une barrière au développement économique et social. Et les années 80, c'était les années de la lutte contre le paludisme.
C'est parce que nous n'avons pas réussi sur le plan international qu'on l'a négligé. La coalition du secteur privé dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, initiatrice de cet atelier, regroupe 28 entreprises qui développent des programmes de lutte contre le paludisme destinés aux travailleurs, à leurs ayants droit et aux communautés environnantes. La Fédération malienne des associations des personnes handicapées, FEMA, a ouvert son conseil d'administration. Au programme de ce conseil, les points d'exécution des recommandations de l'Assemblée générale et du conseil d'administration 2011, la situation des appuis de la FEMA et le paiement des cotisations. Adama Koulibaly. Ce conseil d'administration de la Fédération malienne des personnes handicapées, FEMA, réunit des représentants de toutes les associations et organisations des personnes en situation de handicap à travers le pays. Le bilan financier de la période 2012-2014 est estimé à plus de 343 millions de francs CFA, dont plus de 89 millions de partenaires. Le problème de l'intégration socio-économique des personnes handicapées est transversal et à cheval sur plusieurs départements ministériels. C'est pourquoi la Fédération des personnes handicapées, sous la tutelle du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, est en train de multiplier ses efforts et faire le maximum de plaidoyer auprès des plus hautes autorités de notre pays afin que la dimension du handicap soit prise en compte au niveau de tous les départements ministériels. La FEMA et ses partenaires ne doutent point des efforts fournis. Efforts en matière de solidarité, de lutte contre l'exclusion, la pauvreté, efforts de renforcement institutionnel, de renforcement des capacités des ressources humaines. Mais ils reconnaissent que beaucoup d'autres défis sont à relever. Si la FEMA a réussi tout ce qu'il a fait, c'est que la FEMA a fait des services techniques, des organisations ONG et autres, des partenaires privilégiés et n'a cessé de les démarcher et souvent de les interpeller. Les responsables de la Fédération estiment que la prise en compte des besoins des personnes handicapées et l'adoption d'une loi de protection de l'Assemblée vont contribuer à leur insertion totale. En marge de ce conseil, la FEMA a remis du matériel informatique à l'Association des albinos et des motos tricycles à la Fédération locale en commune 1. Un don de Orange Mali à la FEMA dans le cadre du mois de la solidarité. Nous vous l'annoncions hier, le médecin colonel-major Alassane Traoré n'est plus décédé le 4 novembre 2014. Il a été accompagné à sa dernière demeure à Nyarela par les parents, amis et les compagnons d'armes. Le médecin colonel-major Alassane Traoré a reçu les honneurs militaires à la place d'armes du Génie sous le contrôle de ses camarades de la 5e promotion de l'EMIA, la promotion Babeba Traoré. Mariam Sagara. Nous sommes chargés de veiller sur la santé des militaires et de leurs familles et de leurs ayants droit. Il reste seulement 57 jours au médecin-colonel Alassane Traoré pour jouir de sa belle retraite aux côtés de son épouse et de ses 3 enfants. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Ce mercredi 5 novembre, ses camarades de promotion, le cœur serré, le conduisent devant la grande assemblée funeste sur la place d'armes du génie militaire. L'émotion était indescriptible. Pendant 36 ans, des milliers de malades ont défilé devant cet hépato gastro-entérologue pour être soulagés de leur mal et de leur peine. Aujourd'hui impuissants, ils assistent à son départ définitif. Né le 4 septembre 1952 à Kangaba, fils de Podou et de Aïssata Traoré. Le médecin-colonel-major Alassane Traoré, après ses études secondaires, très jeune, il embrassa le métier des armes et fut incorporé le 27-08-1973 comme engagé volontaire pour 4 ans au compte de l'armée malienne et affecté au bataillon des unités spéciales pour suivre les études militaires. Ces 41 ans sous les drapeaux lui ont permis de sillonner le Mali tout entier pour le bien-être de ses compatriotes. Fruit des grandes écoles de l'Allemagne, il a fait ses armes en Côte d'Ivoire, au Burundi et en France pour la médecine d'urgence. De Kidal à Bamako, en passant par Koulikoro, le médecin-colonel-major Alassane Traoré est connu pour son travail rigoureux. Directeur du service de santé des armées d'Essessa en 2011, il fut auparavant inspecteur des armées en 2002. Retourné dans les hôpitaux, il continuait à soulager des patients jusqu'à l'épuisement total de ses forces. Il nous quitte brusquement. Le mardi 4 novembre 2014, à 3h30, médecin-colonel-major Alassane Traoré, vous n'avez pas vécu inutilement, car au cours de votre vie ici-bas, vous avez su cultiver l'amour du prochain, le pardon,
le don de soi, la discipline et le courage. Votre carrière constitue une valeur d'exemple. C'est à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg qu'il rend son dernier souffle. Voilà, que son âme repose en paix, c'est tout pour ce journal. Bonsoir.